Si je vous dis Révolution tranquille, défense de la langue française et avènement des polyvalentes et des cégeps, à qui pensez-vous? Un mélange de René Lévesque, de Gilles Vigneault ou encore de Denise Bombardier? Aucun de ceux-là, mais bien Jean-Paul Desbiens, plus connu sous le pseudonyme de Frère Untel. Professeur, écrivain, philosophe, journaliste, fonctionnaire au ministère de l'Éducation, cet homme aux talents multiples est aussi religieux des frères maristes. Homme passionné à défendre l'identité québécoise à travers son amour de la langue française et son attachement à la religion catholique, Jean-Paul Desbiens a contribué activement à faire entrer le Québec dans la modernité. C'est le 7 mars 1927 que Jean-Paul Desbiens voit le jour à Métabetchouan, au Lac-Saint-Jean. Son père, Adélard Desbiens, est bûcheron. Comme beaucoup d'hommes de l'époque, il n'a pas la chance d'aller à l'école et est, dans les faits, analphabète. Sa mère, Alberta Bouchard, native de Boston, est maîtresse d'école. Femme cultivée, elle transmet à son fils son amour de la langue et de la culture. Alors, le parcours scolaire de Jean-Paul Desbiens est un parcours assez classique. Il est entré au Juvénat des Frères Maristes à Lévis, aux alentours de 14 ans, et il a poursuivi c'était un homme très intelligent, il a poursuivi ses études pour aller jusqu'à l'université, étudier à l'école normale, enseigner pour être frère enseignant, ce qu'il a été en retournant dans son milieu. Et ça a permis déjà d'amorcer une carrière qui s'est avérée fort fructueuse par la suite. C'était une famille extrêmement pauvre, à tel point qu'ils étaient menacés de saisie plusieurs fois pendant qu'il était jeune. Ils ont été obligés de vendre la maison familiale pour pouvoir s'en sortir. Et Jean-Paul raconte qu'il n'avait jamais eu de bicyclette. Il était obligé d'emprunter les bicyclettes à d'autres personnes. Et il est rentré au Juvénat, entre autres parce qu'il n'avait pas de bicyclette. Et il dit, c'est un peu ce genre de hasard-là qui fait que si j'avais une bicyclette, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui le frère que je suis. Il a toujours trouvé que les jeunes étaient bien disposés pour apprendre, mais qu'ils souffraient de sérieuses lacunes par rapport, entre autres, à la langue. Et il a rendu populaire cette expression qui a été reprise par la suite, le joual. Il dit « les jeunes, ceux à qui j'enseigne, parlent comme des chevaux. Ils parlent joual, ils parlent cheval. » Et qu'est-ce que c'est que cette langue désossée, puisque c'est son vocabulaire? C'est une langue qui regroupe beaucoup d'anglicismes et surtout qui se caractérise par une grande pauvreté dans le vocabulaire. Le 21 octobre 1959, M. André Laurendeau, éditeur en chef du journal Le Devoir, publie un article où il dénonce la piètre qualité de la langue française au Québec. Immédiatement, ces lignes trouvent écho chez le jeune professeur. Le frère Pierre Jérôme, Jean-Paul de son prénom civil, est loin de se douter que la lettre qu'il écrira aux journalistes connaîtra un tel rayonnement dans le Québec des années 60. Cette lettre dénonçait essentiellement la piètre qualité du français. Elle dénonçait la piètre qualité de la culture générale des jeunes. Elle dénonçait la difficulté que le gouvernement avait de pourvoir des programmes qui avaient du sens. Jean-Paul Desbiens dénonçait ça. Alors pour Jean-Paul Desbiens, c'était une grande préoccupation que ses concitoyens puissent prendre la parole. Et c'est pour ça qu'il a mis tant d'insistance sur le français, sur la prise de parole des Québécois, des Canadiens français, comme on les appelait à ce moment-là. On a vu arriver par la poste des centaines et des milliers de lettres de lecteurs du Devoir qui voulaient exprimer leur accord avec le point de vue de Jean-Paul Desbiens. Voilà ce qui a été le phénomène d'ancrage du phénomène Frère Untel.
Ce qui touchait les gens, c'est qu'il écrivait comme les gens parlaient. Donc les gens se reconnaissaient à travers son écriture. Et ça, c'est assez exceptionnel. Il y a très peu d'écrivains qui parlent la langue que les gens parlent. C'est un talent inouï, très grand talent. Et en plus, c'est une façon d'écrire extrêmement difficile. Alors je trouve la première chose de Desbiens, là, c'est son écriture. La prise de parole qu'amène Jean-Paul des démunis, des personnes qui n'ont pas eu la chance de s'instruire, fait écho dans tout le reste de la société et va bouleverser les structures même de cette société à tel point que ça va amorcer la réflexion sur la Révolution tranquille. Après le choc provoqué par les 11 lettres du frère Untel, publiées dans le journal Le Devoir entre novembre 1959 et août 1960, Jacques Hébert, fondateur des Éditions de l'Homme, commande un ouvrage à Jean-Paul Desbiens. Après quelques mois de travail intense consacré à la rédaction, frère Desbiens choisit un titre percutant et même plutôt frondeur, « Les insolences du frère Untel ». Quand le manuscrit a été prêt, le frère Desbiens l'a envoyé acheminer par la poste aux Éditions de l'Homme. C'était dans une imagine, hein, un papier brun avec une corde et tout. C'était écrit « Attention, contenu explosif ». Effectivement, ça a mis le feu aux poudres. Une fois que le livre a été édité, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Et ça permettait donc une conversation à l'intérieur même de la société québécoise. Jean-Paul Desbiens avait l'habitude de dire qu'il écrivait à la hache. C'était franc, direct. Par exemple, je ne me démonerai pas. On comprend très bien ce que ça veut dire. C'est un néologisme superbe. Et c'est ce qui m'avait intéressé chez lui, et c'est ce qui nous avait rapprochés. Desbiens critique à travers les insolences l'état de l'instruction publique au Québec. Il voit l'état lamentable du système d'éducation de l'époque. Il souhaite qu'on accorde plus d'importance à la langue française parce qu'il s'aperçoit que ses concitoyens ne peuvent pas prendre la parole, que ce soit par écrit ou la parole publique. Et pour lui, prendre la parole, c'est associé à être libre. Et pour lui, c'est extrêmement important. Les gens voyaient dans le discours de Jean-Paul Desbiens un paquet de choses qu'ils pensaient sans jamais les dire. Il y avait une critique de l'éducation, il y avait une critique de la religion aussi, il y avait une critique de l'enseignement en général. Tous ces sujets dont on parlait peu finalement, ou dont on parlait mais de façon plutôt intime, trouvaient l'occasion d'être soumis à l'éclairage de l'opinion publique et ça a été un élément initiateur là, d'un changement majeur au Québec. Les gens se reconnaissaient dans ce qu'il disait. C'est ça que je pense que ce qui a rejoint les gens, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il vivait, c'est ce qu'il ressentait, c'est ce qu'il comprenait. On a su qui était frère Untel, que c'était frère Pierre Jérôme, et là, ça a donné lieu à une bousculade d'événements, dont, par exemple, quand il y a eu le lancement du livre, bien, le frère Untel n'a pas pu se présenter. On a envoyé en délégation un autre frère de sa communauté. Suite à la publication des insolences du frère Untel, la communauté des maristes, embarrassée par les propos du frère Desbiens, décide de l'envoyer étudier en Europe. Même s'il y obtient un doctorat en philosophie à l'Université de Fribourg, en Suisse, cette époque de sa vie est perçue à juste titre comme un exil. Il fera face à une crise personnelle. Le frère Desbiens était un religieux de conviction. Il aimait sa communauté. Il ne souhaitait pas s'en départir, ne souhaitait pas quitter. Alors, il a vécu ces différents épisodes qui l'ont amené jusqu'à l'exil avec beaucoup de peine. Je le sais puisque je l'ai connu, il me l'a confié. Ça a été vraiment un moment difficile. Il craignait qu'on l'excommunie, qu'on l'exclue de la vie communautaire. Ce que beaucoup de religieux ont fait à cette époque, hein? Mais lui, il a tenu bon. Jusqu'à sa mort, d'ailleurs, il est resté fidèle à la spiritualité des frères maristes. Je pense que c'est une période qui l'a marqué, dont il a souffert,
Mais je pense qu'il s'en était sorti assez grandi, puisque finalement il s'était éloigné, il avait été en Europe, il avait étudié, il avait fait un doctorat en Suisse. Puis au bilan, j'ai l'impression qu'il a été sorti gagnant tout de même. Dès son retour au Québec, Jean-Paul Desbiens est approché par M. Paul Gérin-Lajoie, le tout premier ministre de l'Éducation. Ce dernier désire que le frère soit son conseiller. Il accepte et contribue ainsi à bâtir le ministère de l'Éducation. On lui confie même le mandat d'élaborer le futur ordre collégial. Ce sera la naissance des cégeps. Il est redemandé rapidement au Québec, dès 1964, pour mettre en œuvre la réforme du système de l'éducation qu'il a suscité à quelque part. Et il va s'y employer. Et le génie de Jean-Paul Desbiens, c'est de s'y employer en travaillant avec les gens qui sont déjà dans ce réseau qui commence. Alors, il va demander aux gens qui avaient déjà des postes de directeur pédagogique, etc., de s'asseoir avec lui et de concevoir de nouveaux régimes pédagogiques collégiales. Et c'est comme ça que ça va naître. Et il a travaillé surtout à la formation des programmes au niveau collégial, dont la philosophie comme enseignement obligatoire pour tous les jeunes qui entraient de plein pied dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui les premiers pas de l'éducation supérieure. Mais il voyait dans la philosophie quelque chose qui permettait à la population de trouver des réponses. Et c'est pour ça qu'il a tant insisté pour que les cours de philosophie se poursuivent dans les cégeps. Parce que pour lui, tout le monde devra avoir accès à cet outil-là pour éventuellement trouver ses propres réponses. La création des cégeps, on voit le résultat aujourd'hui. C'est le Québec et sa jeunesse sont rentrés de plein pied dans la modernité, mais la vraie modernité, là, celle qui permet de faire des grands barrages, qui permet de faire des métros, qui permet de faire des avions, qui permet de faire toutes sortes de choses. La vraie modernité. Quand j'ai regardé les honneurs qu'il a reçus, l'honneur qui me semble le plus important, c'est celui qu'il a reçu de Cité des Bas. Le premier. Par l'Ordre du Canada. C'était une des dernières décorations qu'il a reçues, mais ça, il m'en a parlé, puis je pense que ça l'a beaucoup touché. Il a été touché aussi, puis on comprend pourquoi, par les quelques doctorats honoris causa qu'il aura reçus de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui lui tenait à cœur parce que c'est sa région, puis aussi de l'UQAM. Bien que, pour lui, c'était quelque chose de secondaire. Les honneurs, c'est pas vraiment quelque chose il ne vivait pas pour ça, je dirais, là. Dans les derniers temps de sa vie, Jean-Paul Desbiens est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale. Le 23 juillet 2006, à l'âge de 79 ans, il s'éteint d'une bronchopneumonie à Château-Richer, près de Québec. Toute sa carrière, Jean-Paul Desbiens s'est engagé à l'égard du Québec. Homme audacieux, il a témoigné d'une bonne dose de courage politique en défiant le conformisme du temps. Éducateur dans l'âme, il a provoqué et argumenté pour libérer l'esprit, sans pour autant tourner le dos aux institutions qui l'ont vu naître et grandir. Au tournant de la Révolution tranquille, Jean-Paul Desbiens est véritablement une figure marquante de notre histoire. Il incarne la pérennité de l'esprit québécois, d'un esprit qui a ses racines dans le catholicisme, qui a ses racines dans le parlementarisme britannique, qui a ses racines dans sa cohabitation avec le milieu anglophone canadien, le milieu anglophone américain. Il va représenter, là, je dirais, l'essence à préserver de ce qui, on espère, va rester de notre peuple. À quelque part, Jean-Paul Desbiens, pour la société québécoise, est un homme qui ne passe pas. Pourquoi? À la fois parce qu'il a enclenché toute cette réflexion-là qui nous a conduit à la Révolution tranquille, mais aussi parce qu'il a influencé la réflexion sur l'éducation au Québec. Le Québec moderne, sans la présence de Jean-Paul Desbiens, c'est inconcevable. Sur un bateau, il y a un pilote qui donne la direction où il faut aller. Jean-Paul Desbiens fait partie de ces quelques pilotes qui ont permis au Québec de prendre le bon bord. Il fait partie des grands Québécois, des très grands Québécois.